Eh ben, bonjour à tous. On va essayer de démarrer à l'heure pour les prochains. Et puis l'idée, c'est que ça soit interactif, donc on va essayer. Je crois qu'on peut avoir les micros pour la salle assez vite, parce que nous, on va vite échanger avec vous, parce que c'est vous les spécialistes. On va du coup vous parler de la prise en charge de la marche et de l'équilibre chez les personnes âgées. On va d'abord se présenter. Je laisse Kimberley se présenter. Donc bonjour à tous. Donc moi je m'appelle je suis Dr Franiou Kimberley. Je suis médecin généraliste, j'exerce dans l'Oise à Creil et je suis aussi j'ai une expertise dans le domaine de la lombalgie parce que je fais ce qu'on appelle l'école du dos en cabinet libéral et c'est moi la médecin référente de cette école. Voilà. Et j'ai aussi fait ma thèse sur ce sujet. Voilà. Donc je suis Christophe Bensoussan, je suis le président fondateur de la société Satisform. Je suis également chercheur dans le domaine médical, plus particulièrement la rééducation. Et j'ai une autre casquette, c'est la coupe de cheveux, je suis aussi militaire. Je suis réservé, je m'occupe des blessés de guerre en compagnie de combat, je suis au 2e RIMA. Et en début d'année, là on a eu une conférence aussi sur le sujet, je suis intervenu dans la formation des hôpitaux en Ukraine sur cette thématique. Troubles de la marche, on peut retrouver ça aussi par rapport aux amputés, par rapport aux blessés. Là on va parler des personnes un peu plus âgées, même s'ils ont des personnes d'un certain âge sur le front. Donc tout d'abord, nous allons vous parler des enjeux de cette problématique des troubles de la marche et de l'équilibre chez les personnes âgées. Donc on sait tous que les personnes âgées sont de plus en plus fréquentes dans la population, avec le problème de vieillissement de la population mondiale. Aussi, les problèmes de troubles de la marche et de l'équilibre, du coup, ils ont une importance capitale dans notre société, notamment en termes de, déjà, le coût pour la sécurité sociale, par rapport aux risques de chute, les problématiques de risque, notamment de fracture du fémur chez les personnes âgées, et aussi tous les problèmes liés aux problèmes de désociabilisation des personnes qui font justement des chutes à répétition et qui après ils ont peur justement de refaire de la marche. Et donc par rapport à nous sur le plan plus médical, donc il y a plusieurs signes concernant notamment la perte d'autonomie. On va vous montrer voilà un exemple. Donc ici, vous voyez en fait que les troubles de la marche, on a chez les patients, on remarque qu'elle a une attitude ici avec son dos qui s'apparente à de la camptocormie. On a une perte de la lordose en fait et un problème d'un point de vue des syphoses et aussi on voit que les genoux en fait ils sont fléchis. Et donc c'est ça justement l'enjeu, ça va être de redresser la posture de ces patients pour justement notamment leur redonner l'horizontalisation du regard et justement redresser justement la posture. Donc maintenant, ce que nous on voudrait savoir, c'est qu'est-ce que vous, en termes de rééducation, qu'est-ce que vous proposez face à une patiente telle que celle qu'on vous a montrée? Qu'est-ce que vous mettez en ce moment au cabinet en place sur ce genre de patients? Est-ce que déjà parmi vous, vous avez des patients qui ont des troubles de la marche, boiterie, etc. Quelqu'un veut dire un peu ce qu'il fait en termes de protocole? Vous faites les timides? Quelqu'un se lance? Allez, bah oui, il n'y a pas de mauvaise réponse, parce qu'il y a plein de choses à faire. Ben moi, ils ne vont pas forcément venir me voir pour la rééducation à la marche. Ils vont venir peut-être parce qu'ils ont mal au cou, ils vont peut-être venir parce qu'ils ont un problème de genou. Et en fait, après, moi, le protocole, c'est je renforce les quadris. Je travaille beaucoup l'autograndissement et beaucoup les fixateurs d'omoplates. Après, la respiration, enfin voilà, je mets tout en... Et je fais pas beaucoup de choses en salle. D'accord. Beaucoup de choses sur table. Plutôt la partie physio.
on gère la douleur. Non, pas la douleur. Non, je m'occupe pas tellement de ça, mais je m'occupe de. Le travail se fera pas en salle de rééducation, surtout en salle, sur ma table. Sur la table. Voilà. Après, bon, voilà. Super. Voilà. On va voir qu'il y a besoin de faire beaucoup de choses pour ces personnes-là. Quelqu'un veut apporter un autre témoignage de ce qu'il peut faire dans son cabinet sur des personnes qui commencent à diminuer sa qualité de marche? Oui. Donc du coup, moi je suis psychomotricienne et pour aider ces personnes-là, on va notamment travailler autour de la proprioception. On va utiliser des blocs de proprioception, utiliser des médiations qui vont avoir pour but d'explorer l'espace, notamment en haut et derrière, pour qu'ils puissent avoir accès à cet autoredressement. Et aussi, d'un point de vue sensoriel, stimuler toute la région du dos pour qu'ils puissent ressentir cette zone-là et qu'ils puissent la réinvestir et du coup permettre de rectifier leur posture et leur verticalité. D'accord. On entend plein de choses intéressantes. Quelqu'un d'autre veut compléter dans ce que vous mettez en place au cabinet? Moi, je préconise le traitement antidouleur en premier pour enlever la douleur. Après, des étirements, des stretching, des auto-agrandissements, travail de l'équilibre et de la proprioception à la fin avec du renforcement. Voilà, c'est bien, on complète. Alors, c'est vrai que la douleur, c'est important. Si on me fait une béquille et si j'ai mal, la douleur va m'empêcher de marcher. J'aurai une perte de proprioception, j'aurai une perte de force. Eh bien, le docteur Fragnoux va vous dire, elle, ce qu'elle attend en tant que médecin généraliste de vous, thérapeute, pour ses patients. Donc nous, on a plusieurs attentes justement par rapport à ces patients, notamment, donc, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, une action justement pour faciliter la réduction de la douleur, mais aussi pour faire des étirements effectivement et de l'assouplissement, mais en passif. En général, c'est au début, on fait en passif et après, au fur et à mesure de l'évolution du patient, faire de l'actif. Aussi, ce qui est très important, c'est le renforcement postural des différents groupes musculaires, justement. Et aussi, c'est important de faire le renforcement de tout ce qui est commande motrice. Et enfin, aussi évidemment sur les membres inférieurs, puisque justement, pour retravailler le schéma de la marche. Et enfin, au niveau de la marche, justement, il y a des dispositifs, des barres, justement, qui peuvent être intéressants. Et aussi avec l'utilisation de bâtons, de tapis, ou aussi la marche en extérieur, pour justement diversifier les terrains de rééducation proposés, pour faciliter la prise en charge du patient et qu'il adhère plus facilement aux thérapies proposées. Alors, on va vous montrer un cas clinique qui s'est fait au sein d'un cabinet médical où il y a eu une prise en charge avec toutes ces techniques cumulées sur une patiente. C'est la petite patiente qu'on a vue marcher tout à l'heure, si vous vous en souvenez. Donc là, on est 7 mois plus tard. Et voilà notre petite patiente. Bien, bonjour Mme Bénard, voilà de retour. Oui, bonjour. Donc vous avez l'air de marcher nettement mieux qu'il y a quelques temps. Ah, bien sûr, oui. Là, la position statique droite, je peux la maintenir beaucoup plus longtemps. Là, cet été, par exemple, j'ai pu faire des randonnées 10 km. Alors, pas tout le temps droite. 10 km Oui, 10 km. Donc, alors, en 5 heures, pas au pas de course, mais en démarrant relativement droite pendant un bon petit quart d'heure. Après, ça courbe un petit peu. Après, je fais des arrêts, je m'étire, ça repart, mais au niveau de la marche, oui, pas de douleur, beaucoup moins fatigué, beaucoup moins d'efforts à faire. Et alors, quand on s'est vu la première fois, c'est-à-dire au début 2021, oui. La distance de marche... Oh là là, c'était des fois, je pouvais même pas marcher 5 minutes, tellement j'étais pliée à l'équerre, encore plus avec des douleurs, et c'était très très difficile de maintenir la position. J'avais les jambes qui fléchissaient, je sentais mon dos qui partait,
et je ne pouvais pas du tout me redresser. Ça me demandait un effort terrible. D'accord, écoutez, on va refaire un contrôle. Je vous montrerai comment vous étiez il y a quelques mois et comment aujourd'hui. Et on devrait retrouver... On se voit le 28 janvier 2021 et la date du retour des vacances au mois d'août dernier, c'est-à-dire le 16 août. Donc là, vous voyez, c'est ce dont vous parlez tout à l'heure. Ça, c'est un examen qui permet de faire une évaluation de la posture des patients, qui permet de voir si la patiente elle a une posture plutôt droite ou s'il y a éventuellement des déviations sur les plans frontaux, sagittaux, etc. Transverses aussi. Voilà. Et là, vous voyez du coup qu'il y a une correction de l'angle au niveau du dos de la patiente. Donc, la technique de rééducation qui combinait tout ce qu'on vous disait tout à l'heure, elle a permis à cette patiente d'avoir un net recul du bassin, par exemple, et aussi de redresser ses genoux, et aussi de redresser le buste, qui fait que du coup, elle verrouille mieux sa colonne vertébrale en position rectitude. Voilà. Donc là, en fait, c'est des repères. Hein. Lorsqu'on fait cet examen qui s'appelle le SAM3D, on pose des repères à certains points précis du patient. Bon, c'est protocolisé. Hein. Et du coup, ça vous permet de voir de dos, en fait. Vous avez vos points et puis de face aussi. Est-ce que tu peux nous donner d'autres exemples sur tes patients que tu peux, que tu as pu avoir au cabinet? Du coup, moi, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs patients. Et il y en a, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, une patiente au début des séances, elle avait énormément de mal à se déplacer. Rien que marcher entre l'entrée du cabinet et arriver dans la salle pour faire la rééducation, elle prenait déjà... peut-être 2-3 minutes, pourtant c'est entre ici et peut-être le bout de la table là, en fait, à peu près. Et du coup, elle avait beaucoup de douleurs aussi, elle avait aussi une obésité aussi. Et donc on lui a fait, elle a fait plus de 20 séances, et au fur et à mesure, du coup, elle a réussi à mieux marcher. Alors là maintenant, elle va beaucoup mieux. Mais elle n'a pas retrouvé sa marche des 20 ans, ça c'est sûr. Mais elle marchait comme ça en fait. Donc du coup là maintenant, elle marche déjà comme ça. Et puis du coup, elle arrive vraiment, elle est plus rapide. Et notamment on évalue les patients avant et après en faisant des tests, notamment sur la marche et l'équilibre. Et aussi, vous connaissez probablement le test du Time Up and Go test, où déjà en fait, rien qu'en salle d'attente, quand on les voit, on les appelle pour faire la consultation. On les voit se lever de la chaise, on voit déjà l'évolution aussi de la puissance des muscles des membres inférieurs, en fait, notamment. Donc cette patiente-là, ça m'a marqué, par exemple. Après, j'ai une autre patiente, elle, c'est une mamie de 90 ans qui est en fauteuil roulant. Et du coup, elle venait pour faire justement ses séances. Mais elle, c'était vraiment des problèmes de marche, aussi pour se déplacer. Donc au début, c'était très 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 difficile pour elle. Et même en faisant des mouvements très 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 doux, mais vraiment le plus doux possible, elle avait du mal en fait. Et au fur et à mesure des séances, elle aussi, elle a fait plus de 20 séances. Et en fait, au fur et à mesure, elle a réussi à remarcher beaucoup mieux. Elle avait un schéma, parce qu'en fait, elle faisait vraiment des tout petits pas. Et en fait, comme elle avait déjà fait des chutes, elle avait l'appréhension justement de rechuter. Donc du coup, elle ne voulait pas remarcher en fait. Et donc, avec la technique qui a été utilisée, ça lui a permis aussi, donc physiquement, de reprendre confiance en elle, mais aussi psychologiquement. Parce qu'il y a toujours une part aussi psychologique qu'il faut prendre en compte dans les rééducations des troubles de la marche et de l'équilibre. Et donc cette patiente, donc là, elle continue à utiliser son fauteuil, mais plus pour du confort, pour se rassurer. Mais elle est capable maintenant de se lever et de s'installer elle-même pour venir faire ses séances en fait. Avant, pour sortir du lit, il fallait qu'on l'aide en fait entre son fauteuil et se poser sur le lit. Il fallait qu'on la déplace, qu'on la soulève sous les bras. Et maintenant, en fait, elle arrive à le faire tout seul, ce transfert. Donc c'est pour vous montrer que vraiment cette prise en charge globale de rééducation qui englobe plusieurs techniques, ça a été vraiment intéressant dans son cas. Voilà. Alors on va revenir, là je voulais aussi vous faire participer
Mais vous avez la diapo devant les yeux, donc ça va être beaucoup plus facile. L'idée, c'était de vous demander qu'est-ce qu'on utilise en premier et qu'est-ce qui bouge en premier au niveau du corps quand on marche. Bon, bah là, c'est facile, c'est marqué. Alors, j'ai la particularité, je fais pas mal de formations dans les centres de rééducation, les SMR, maintenant on appelle ça SMR, avant c'était SSR, ou dans les hôpitaux. Et souvent, c'est la question que je pose aux thérapeutes. Qu'est-ce qui bouge en premier quand on marche? Alors là, vous avez la réponse. Mais souvent, on me parle du pied. Des fois, ça remonte un peu à la jambe. Des fois, ça remonte un peu, on parle un peu de hanche. Mais c'est très rare. Alors, le regard, n'en parlons pas. Mais c'est très rare qu'on me parle du rachis. Souvent, la mobilité du rachis, on a tendance un peu à l'oublier. Et en effet, pour pouvoir marcher, moi je ne tiens pas en place, donc il faut que je marche toujours. Si je veux avancer, je vais plutôt avancer mon rachis, ça va me faire perdre l'équilibre et je vais après avoir un mécanisme qui va me permettre d'avancer. Et si je veux aller en marche arrière, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais mettre mon rachis en arrière. Alors, pourtant, on devrait le savoir parce que vous avez déjà vu les petits gyroscopes, les roues là où on se met dessus. Hop, on pense en avant, ça part en avant, on part en arrière, ça part en arrière. Au final, on fonctionne de la même façon. Donc, si on a un patient qui n'a pas de mobilité au niveau du rachis, alors si vous allez le voir, il va marcher comme ça. D'accord? Ou on lui donne un déambulateur, là, il n'y a rien qui bouge. Enfin, si, il est sur l'avant, il a la marche avant. Il n'a pas la marche arrière, mais il a la marche avant. Donc, la mobilité du rachis, c'est quelque chose de très, 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 très important. On l'a vu sur le cas clinique. Qu'est-ce qu'on a vu qui a permis d'améliorer la marche de la patiente? Vous avez déjà essayé de marcher avec 0 lordose? Comme ça. Vous avez essayé déjà de ramasser quelque chose sans lordose? C'est difficile. Il faut avoir une super mobilité de hanche. Donc une perte de la lordose, ça conduit à la perte, à la diminution forte de la marche. Quelques degrés, il y en a qui ont une montre connectée. Je vois que vous avez une montre connectée. Pour mesurer votre santé, qu'est-ce qu'elle mesure, votre montre connectée? Pour savoir si vous êtes en forme ou si vous êtes un peu enrhumé. Le test de montre connectée, vous savez, c'est le 6 minutes. Vous connaissez le test de 6 minutes? On ne le fait pas forcément en cabinet parce que le test de 6 minutes, il faut avoir un peu de place. Mais pour les gens qui ont une montre connectée, le test de 6 minutes, ça nous donne un peu notre état de forme. Et même chez un sportif de haut niveau, on peut utiliser ce test de 6 minutes pour savoir un peu son état de forme. Alors en général, on laisse la montre le faire. Des fois, je m'éparpille, mais je reviens. Donc on a vu la mobilité du rachis, l'importance de la mobilité du rachis, l'importance de la lordose. Ça va, ça vous semble cohérent? La perte d'équilibre, j'en ai parlé. Si j'ai peur, j'ai déjà chuté. Donc j'ai une énorme appréhension à perdre mon équilibre. Parce que si je perds l'équilibre, en plus on me dit, oh là là, fais attention. On enlève les tapis, surtout chez papy-mamie, parce qu'on ne veut pas qu'ils tombent, parce que après c'est à l'hôpital, et puis voilà, c'est casse-pied. Mais souvent on ne parle pas d'aptitude. On a besoin d'aptitude pour marcher. Et puis pour franchir ce tapis infranchissable, on a besoin de certaines aptitudes. Et on a besoin, sur un plan émotionnel, psychique, etc., de ne pas avoir peur de perdre cet équilibre. Alors le bassin, est-ce que vous avez déjà vu des marcheurs athlétiques, enfin la marche sportive? Vous arrivez à faire la marche sportive? Les fesses qui se dandinent comme ça? Là, on voit vraiment le bassin, le rôle du bassin, l'importance du bassin chez ces athlètes. Pour générer quoi? Pour générer un effet pendulaire de la hanche. Il y a d'autres athlètes, alors là, c'est le timing, au niveau des Paralympiques. Il y en a, ils ont des prothèses. Et qui courent plus vite que des valides. C'est impressionnant quand même. Et il n'y a pas de petit moteur pour actionner, pour permettre au pied de passer de là, à l'arrière, à l'avant. Non, il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas de muscle non plus.
Et ils arrivent, à une vitesse relativement importante, à avoir ce passage. Donc ça, c'est grâce à l'effet pendulaire de la hanche. Effet hémiscatoire du bassin. Ça fonctionne comment, un bassin? C'est relié à quoi? Aux jambes, ça c'est facile. Puis c'est relié au tronc aussi. Puis c'est assez complexe. Et puis pour la posture, on a des fibres rouges, des fibres blanches. Toute cette mobilité pelvienne hémiscatoire, elle est couplée à ce qu'on appelle une dissociation des ceintures, pelvienne et scapulaire. Et quand ça marche bien, même un amputé, 2 membres, voire même 4 membres, arrive à marcher plus vite ou à courir plus vite qu'un valide. Et évidemment, on ne lui a pas demandé de lever le pied, parce qu'il n'en a pas. Ça peut des fois paraître bizarre quand je le dis comme ça, mais c'est important d'en avoir conscience, parce que si on passe notre temps à rééduquer, à lever un pied, et qu'on ne prend pas le temps de rééduquer ce qui va permettre la locomotion, et des fois, on a des patients qui restent longtemps, soit en centre de rééducation, ou soit dans les cabinets. Donc c'est pour ça vraiment que je prends le temps de parler de ça. Quand je suis intervenu dans certains clubs de foot, ça fait longtemps, maintenant on peut le dire, mais pendant quelques années, je suis intervenu sur le Real Madrid, par exemple, avec des personnes qui ont des capacités de locomotion. On peut encore améliorer cette locomotion, les rendre encore plus efficients en renforçant des muscles profonds, en renforçant un schéma de marche, des commandes motrices pelviennes. À côté, ils font le renforcement des membres infs, mais même sans parler de renforcement des membres inférieurs, on arrive à améliorer une locomotion en travaillant sur des axes différents, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, on vous a parlé d'une technique. L'idée, on est sur le salon, il y en a, ils m'ont déjà croisé. L'idée, ce n'est pas de venir vous présenter juste un dispositif, parce qu'aujourd'hui, il existe un dispositif qui permet de tout travailler à la fois. Pourquoi c'est intéressant de tout travailler à la fois? Vous avez une idée? Parce que le corps travaille tout à la fois. Là, je bouge, je perds mon équilibre. Donc, je travaille à la fois ma posture. Je ne suis pas tout avachi quand je marche comme ça. Et en plus, c'est beaucoup plus facile pour moi de rester avec un tonus postural économique parce que je bouge. Si je restais comme ça au garde à vous sans bouger, en statique, c'est plus dur. Est-ce que vous savez pourquoi c'est plus facile de rester éveillé au niveau de ma posture quand je marche? Parce qu'il y a le mouvement, tout à fait. Et quel genre de muscle réagit par réflexe au mouvement? Les multifides, multifidus, multifides. Fibres blanches, donc qui ne consomment pas d'oxygène. Donc si on améliore les multifides, c'est top, parce qu'elles ne sont pas consommatrices d'énergie, donc elles apportent beaucoup d'efficience. Si on les renforce, mais avant de les renforcer, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà qu'elles soient actives. Donc il faut renforcer le schéma neuromusculaire sur les multifides. Alors là, problème pour les anciens dans la salle, dont j'en fais partie, c'est qu'il y a des études scientifiques qui ont démontré qu'on ne pouvait pas activer les multifides en décubitus dorsal. Bon, ça date, hein, c'était dans les années 70. Mais j'ai quand même des kinés, des fois, qui me la ressortent, cette étude. Ou des vieux médecins. Et dans les années 70, on ne pensait pas que l'intelligence artificielle allait faire ce qu'elle fait aujourd'hui. Encore moins, pas plus de l'Internet, etc. Donc voilà, donc ça évolue. Donc il y en a qui ont entendu le fait qu'en décubitus dorsal ou ventral, on ne peut pas faire du renforcement, qu'il vaut mieux travailler en charge, debout, que c'était beaucoup plus efficace. Ça trotte dans votre tête quand même. C'est des choses qu'on a entendues. On peut le travailler quand même? Bien sûr, je vous rassure. Parce que nous, ça va nous intéresser de le travailler en décubitus dorsal ou ventral, voire même un peu en traction, en décooptation. Pourquoi? Parce que ce qui va nous intéresser, c'est de mettre le patient
d'un optimum de mobilité. Si je mets beaucoup de pression, j'ai pas de porte, voilà. Si je mets beaucoup de pression sur mon poignet, j'ai moins de mobilité que si je tire sur mon poignet et que je peux le mobiliser. Si vous amenez vos patients en piscine, c'est pour souvent leur permettre d'avoir plus de mobilité. Si vous utilisez des outils comme, sans citer de marque, comme des harnais qui vous permettent de vous lever, ça met moins de pression sur les chevilles, les genoux, les hanches, et ça permet du coup d'avoir une mobilité beaucoup plus facile pour le patient. Donc on peut travailler son patient allongé, décubitus ventral ou dorsal, en traction légère pour gagner en mobilité ostéo-articulaire, cheville, genoux, hanches, bassin, rachis. Et quand je dis rachis, c'est tout jusqu'à la tête, jusqu'au cervical. Parce que la tête, elle a aussi beaucoup d'importance dans la marche. Le regard, on a dit, d'accord ? Après, il y a quelque chose d'important chez les personnes âgées. Qu'est-ce qu'elles ont perdu ? Elles ont perdu l'automatisation de la marche. Et il y en a qui ont eu des enfants il n'y a pas très longtemps. Ça prend un certain temps d'acquérir la marche. Des fois, on oublie. Mais ça nous a pris des années, des mois d'entraînement et puis à travailler du matin au soir. Et quand on perd la marche, il faut pouvoir réautomatiser ces mouvements. Réautomatiser les multifeet qui marchent de façon agoniste, antagoniste, droite-gauche. Et puis on a plein d'autres muscles, transverses, etc. qui vont fonctionner également en latéralité, également en antagoniste, agoniste au niveau de la chaîne postérieure et antérieure. Et il faut que tout ça se fasse avec une harmonie incroyable. Le corps humain, il est incroyable. Et donc, est-ce que vous savez à peu près combien de mouvements il faut faire pour automatiser quelque chose ? Là, il y a la littérature. Je suis nul. C'est pour ça que je ne suis pas médecin. Je ne peux pas retenir mes sources. Vous pourrez regarder les sources, on peut vite les avoir sur PubMed. Vous connaissez à peu près le nombre de mouvements qu'il faut faire pour réautomatiser quelque chose ? Il y en a des milliers. Il y en a, ils ont déjà joué au tennis, au golf, au paddle. Au paddle, c'est un peu plus facile. Le golf, un peu plus difficile. Il faut en général faire des milliers de fois un mouvement. Ou pour faire un retourné comme ça, en pleine vitesse, pour marquer en pleine lucarne, c'est des répétitions, des répétitions, des répétitions. Et donc pour marcher, c'est des milliers, c'est voir à peu près, la littérature donne à peu près 10 000 mouvements pour pouvoir réautomatiser un mouvement. Est-ce que vous pensez que vous pouvez... Alors, 10 000 mouvements, on n'est pas obligé de les faire dans la filée. On peut faire des séries de 1000 mouvements, ou 2000 ou 3000 mouvements. Mais est-ce qu'on pense que c'est possible, sans technologie, d'automatiser en quelques minutes ou quelques heures, si on met sur plusieurs séances, un mouvement complexe comme la marche? Ça, c'est plus difficile. C'est pour ça que des fois, sur certaines choses, on a besoin de la technologie. La technologie avec le praticien, avec l'expert, avec le thérapeute. Mais on a besoin de la technologie pour pouvoir apporter ce travail de répétition, répétition infinie, pas n'importe quelle répétition, une répétition de schéma de marche, une mobilité pelvienne qui va reprendre ce schéma de marche, de façon passive, pour d'abord travailler la mobilité, le relâchement myofacial. Les tissus conjonctifs fonctionnent énormément sur le système nerveux. Sympathique, j'ai mal, je suis enraidi. Je suis relaxé, je suis bien, séance de bien-être. Un bon massage, des fois, ça relâche, ça détend. Un peu de chaleur. En général, le tissu conjonctif, ils aiment bien la chaleur. Je gagne en mobilité, je gagne en relâchement. J'en ai besoin parce que si je suis raide comme un caillou ou comme un morceau de bois, je ne peux pas bouger. Donc, je n'ai pas de mobilité, je ne peux pas perdre l'équilibre, etc., etc. J'ai besoin d'être relâché. Mais j'ai aussi besoin de force parce que j'ai besoin d'avoir un éveil postural. Si je suis complètement avachi, c'est sûr que pour moi, c'est vachement dur de marcher. Donc, j'ai besoin de plein de choses qui s'opposent, même des fois. Et donc, ce qui est important aussi, c'est la force. Et comme je vous disais, le but, c'est pas n'importe quelle force, parce que pour nous ériger, on a des muscles, on a plein de muscles qui nous servent à nous ériger. Mais il faut que ça soit la capacité de s'ériger de façon économique. Est-ce qu'il y en a qui ont un peu vieilli dans la salle et qui rester debout comme ça des heures, c'est dur. C'est plus dur qu'avant. Je regarde personne, parce que des fois, il y a des jeunes aussi, ils sont tout le temps sur la console. Pour sortir du canapé, c'est difficile. Ouais, ça arrive. Quand on marche et puis quand on a mis un peu en route, le matin, c'est plus difficile aussi des fois. Descendre l'escalier, oh, n'en parlons pas le matin quand on se réveille, des fois ça peut être aussi un peu plus difficile pour d'autres.
Et le soir, des fois, une fois que tout ça s'est réchauffé, c'est plus facile. Donc là, c'est les tissus conjonctifs. Il a fallu un peu de temps pour qu'ils s'actionnent. Le renforcement musculaire, le gainage. Donc le gainage, mais surtout le gainage des muscles profonds. Très, 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 très important. Parce que si la papy-mamie retrouve la capacité d'avoir un tonus qui lui permet d'éveiller sa posture, de passer de 4 degrés à 45 degrés, même si son schéma de marche n'est pas super, on peut le voir aussi des fois sur des polyhandicapés, le schéma de marche n'est pas super, mais qu'on a une efficience dans la marche, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On marche plus. Quand en général on veut pas aller, quand on peut pas, je sais pas veut pas, c'est quand on peut pas aller faire ses courses, quand on peut pas aller tout seul aux toilettes. C'est pas qu'on est feignant. C'est pas qu'on va dire allez bouge tes fesses, franchement tu pourrais faire un effort. C'est qu'on n'a pas les aptitudes, et quand on n'a pas les aptitudes, on fait pas. Et moins on fait, et plus on perd les aptitudes. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir cette capacité à amener sur l'ensemble des maillons que vous avez vus une possibilité d'entraînement sur des séquences à peu près de 10-20 minutes et qui vont avoir le résultat que vous avez pu avoir. Et donc on utilise de la technologie pour ça. On va parler un peu maintenant de l'impact de ces techniques. Donc, comme vous pouvez voir, donc nous, on a pu constater une amélioration justement sur des tests de marche, notamment le test de Tinetti qui est très fréquemment utilisé, que certainement vous connaissez, avec une partie du questionnaire qui aborde la marche et la deuxième partie qui aborde l'équilibre. Et aussi, il y a aussi le test du Time Up and Go, justement, qui est très informatif sur les patients, qui permet justement de voir est-ce qu'il y a une amélioration en termes de marche et d'équilibre. Aussi, comme on parlait tout à l'heure de la globalité d'une prise en charge, il faut aussi prendre en compte la qualité de vie des patients. Et là-dessus, notamment, il y a plusieurs questionnaires qui permettent justement d'évaluer cela, notamment le test de l'ODI et aussi le test de l'EQ5D5L, où il y a plusieurs dimensions qui sont évaluées, avec le côté plutôt fonctionnel, mais aussi le côté psychologique, en fait. Et aussi, il y a aussi, par rapport à la problématique des personnes âgées, il y a l'impact sur la sarcopénie, ralentir l'évolution de la sarcopénie, justement parce que ces patients-là, quand ils deviennent immobiles progressivement, du coup, ils deviennent sarcopéniques et après, ça fait en fait un cercle vicieux. Et après, il y a l'installation de la kinésiophobie et aussi notamment d'autres pathologies connexes, notamment la lombalgie. Et ensuite, après, ils restent dans le fauteuil, ils restent dans le lit et après, ils ne bougent plus, quoi. Voilà. Alors, on vous a parlé d'une technique, donc c'est le DPA-MED. C'est une technique qui permet de réautomatiser la marche, de renforcer les muscles profonds, d'avoir également cette capacité à avoir une gestion de la douleur. Pourquoi? Parce que la douleur, elle peut être multiple. Petit rappel, un nerf, c'est vascularisé. Donc si celui-ci n'est plus bien vascularisé, il peut être source de douleur. Les tissus conjonctifs, c'est très très innervé. Donc s'il y a des fibroses, s'il y a des liaisons, etc., ça peut être aussi source de douleur. Le nerf lui-même peut être abîmé, donc ça peut être aussi source de douleur. Donc il y a encore de multiples sources de douleur possibles, tout ce qui est neuropathique, etc. Et donc c'est important, on parlait de la douleur, hein. Ça vous rappelle quand on était gamin, des fois on se faisait des béquilles. Enfin, ceux qui jouaient aussi au foot, tout ça, ils ont déjà une béquille. On ne peut plus marcher, hein, c'est instantané. Et vous avez vu que dès qu'on n'a plus la douleur, on remarche. On a retrouvé notre force, c'est instantané aussi. Donc c'est pour ça que quand c'est de façon aiguë, quelqu'un qui, à cause de la douleur, a une perte de sa posture, une perte de la locomotion, dès qu'on a travaillé sur la douleur, en effet, il remarche. Et c'est immédiat. D'où l'importance de travailler sur la douleur en priorité. Et après,
alors, il y en a qui l'ont déjà vu, parce que je vous ai déjà vu passer autour de nous. Pour ceux qui n'ont jamais vu cette technique, on est allongé sur... ça peut être sur un lit, quand c'est en hospitalier, quand c'est de la mobilisation en chambre hospitalière, sur les troubles de décubitus. Autrement, c'est sur la table qu'on a au cabinet. On est allongé. C'est un petit dispositif qui se met devant la table. Il n'est pas grand, mais il est lourd. Il fait 200 kg, parce que quand on a des obèses, il faut pouvoir quand même qu'ils ne partent pas dans tous les sens. Et il va avoir la capacité, en fixant les membres inférieurs par les mollets, comme si on était deux thérapeutes, à prendre le patient, chacun dans une jambe, et qu'on avait la capacité, ou le géant vert, qu'on avait la capacité à mobiliser le patient pour lui générer ce mouvement lémicatoire pelvien, avec cet effet pendulaire de la hanche. Et une fois que l'appareil fait ça, en tant que thérapeute ou préparateur physique, c'est utilisé dans différents cas, et ben on va demander au patient de faire différents exercices, un peu comme en pilates, d'autograndissement, de freiner le mouvement, de augmenter le mouvement, de lever les fesses pour aller chercher une contraction de la chaîne postérieure, etc., etc. Ou en décubitus ventral pour aller chercher plutôt un engagement du psoas ou un travail plutôt excentrique. Ça va rappeler ceux qui ont connu un peu les techniques Mackenzie. D'accord ? Et sans oublier qu'on le fera toujours sur ce mouvement fonctionnel de la marche, parce qu'il va répéter à l'infini le mouvement de la marche sur le bassin. Donc ceux qui ont la curiosité, vous êtes invités à l'essayer. Ça, c'était le côté, on ne vous a pas montré de vidéo pour vous rendre curieux. On est un peu dans le fond. Si maintenant, on a 5 minutes pour les questions, on a un peu le temps pour les questions. J'espère qu'on a su au moins susciter des interrogations. Et dans les dernières découvertes qu'on a faites, c'est que cette mobilité en plus, elle a un atout considérable plutôt en neuro. C'est qu'on vient de découvrir qu'elle avait une capacité de réduire la spasticité, ça on le savait, mais on ne pensait pas, parce qu'on a des neurologues qui utilisent cette technologie de plus en plus. Et ils nous ont appris récemment, vous voyez, quand on invente quelque chose 20 ans avant, on ne savait pas que sur la spasticité, il y allait avoir des effets, des rémanences suffisamment fortes pour diminuer les apports de toxines. Et la toxine, ça porte bien son nom, ça peut être toxique. Et du coup, d'avoir des solutions aussi complémentaires pour aider à garder une locomotion, une autonomie, et ben quand on peut, et moi c'est un peu pour ça que je suis là, quand on peut en faire profiter le maximum de gens, ben, on essaye de le faire. Merci à vous et je vous laisse si vous avez quelques questions. Pas de questions, c'était des questions. Ma question, ça va être sur les patients qui souffrent de sciatique. Est-ce que vous avez de bons retours? Alors, en effet, le fait d'être en décompression, on arrive à dégager le nerf sciatique. Est-ce que tu as eu des cas de patients avec des sciatalgies importantes? Oui. Oui, justement, parce qu'en fait, le dispositif médical, justement, comme il fait de la traction, en même temps qu'il fait de la mobilisation des membres inférieurs, il fait de la traction. Donc, du coup, justement, ça les décoince et ils nous disent « Ah, franchement, ça me soulage ». Et en fait, oui, justement, sur la hernie, comme biomécaniquement, le nerf, il est coincé, le fait d'étirer les muscles, ça fait que l'espace, il est plus large et du coup, le nerf, il est décoincé le temps de la séance. Même ceux qui sont bloqués. Oui, tout à fait. Alors, en pédiatrie, on a des hôpitaux qui fonctionnent avec des neurochirurgiens où ils ont un protocole où ils vont, avant d'opérer enfants, paralysie. Donc, on est sur des niveaux de douleur de 4-5. Là, c'est sous méopa. Hein, on aide aussi le côté douleur. Et il n'est pas rare de voir, sur un plan clinique, au bout de 3-4 séances, un enfant qui retourne à l'école, qui passe à 0 douleur. Il y a peut-être l'hernie encore, d'accord, mais elle est plus impactante. On a vu aussi, des fois, si on a la chance d'avoir un IRM ou un scanner après, que des fois, on a des hernies qui ne sont plus là. Mais en général, on a comme 6 mois, des fois 10 mois entre les deux, donc elle aurait pu partir aussi toute seule.
parce que quand cliniquement tout va bien, c'est rare qu'on refasse une imagerie. Ce qui est important, c'est vraiment le clinique, hein, la clinique. On voit aussi ça énormément sur les sténoses du canal lombaire, parce qu'évidemment, les troubles de la marche, chez la personne âgée, on n'a pas donné toutes les pathologies, mais la sténose fait partie aussi des problématiques. Et où là, on a été très surpris, c'est sur la rémanence. Parce qu'on s'est dit, oui, on décomprime, on met une ceinture, hop, ça marche. La sténose, il ne faut pas grand-chose, hein, il faut quelques cheveux pour que ça recircule et puis qu'on puisse marcher. Même des fois, il n'y a pas toujours de corrélation entre le clinique et l'imagerie. Par contre, on a été très surpris, c'est la rémanence. Même des fois, chez des lombalgiques, qui ont été lombalgiques pendant 20 ans, on s'est dit, bon, allez, ils vont mieux, mais dans 6 mois, on les revoit au cabinet. Et des fois, on a des rémanences sur des sténoses très avancées, donc opérables, hein, qui ont eu un protocole et qui passent d'un périmètre de marche de 5 mètres à remarcher totalement normalement, aller danser, etc., à des rémanences à 2 ans. Et c'est ça qui nous a fait nous interroger, faire de la recherche, pour savoir pourquoi il y a cette rémanence. Parce que, ok, on a libéré mécaniquement avec un peu de traction, mais pourquoi on a cette rémanence? Et là, c'est là qu'on s'est intéressé au multifeed, et c'est là qu'on s'est aperçu que le fait de reprogrammer ces muscles profonds qui vont naturellement, de façon vertueuse quand le patient marche, continuer à maintenir sa posture et à le renforcer. Et comme il peut continuer à marcher sans douleur, il marche plus. Et donc c'est vraiment vertueux. Et du coup, on a vraiment des rémanences très très longues. Et des fois, sur des personnes âgées, au bout d'un certain temps, on les revoit. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on vieillit. Donc, merci à vous. Une autre question, pardon. Merci. Est-ce que vous avez un schéma thérapeutique à suivre? Vous préconisez le rythme de séances par semaine? Et est-ce qu'on peut combiner séances de physio normales et la méthode? Alors, merci. Ça, c'est une très bonne question également. C'est très important de pouvoir combiner avec différentes méthodes, parce qu'il y a des patients qui vont plus réagir sur une technique que sur une autre. Donc, en combinant... moi, je prends toujours l'exemple d'une personne qui veut maigrir un petit peu. Hein, des fois, elle va se dire, bon, ce mois-ci, j'attaque un régime. Le mois prochain, je ferai du sport. Et puis, le mois prochain, je me ferai mettre un peu de crème ou j'irai faire un peu de palpé roulé. Et puis il y a le patient, ou la personne qui va se dire, moi je fais du sport, je fais du palpé roulé, je fais attention à ce que je mange, etc., etc. Lequel patient a plus de chances de s'en sortir? Donc c'est sûr que oui, on peut avoir des apports pour gérer la douleur. Ça peut être aussi de l'hypnose, de la sophro. Enfin, il y a plein de techniques pour aider à gérer la douleur, justement les amener à être mobile sans douleur. Donc ça c'est très très important. Souvent, nous, on recommande de démarrer des protocoles le plus fort possible, c'est-à-dire tous les jours quand on peut. Ça, c'est pas toujours possible dans l'organisation du cabinet et du patient, donc au moins 2-3 fois semaine. Et suivant l'évolution du patient, on va estomper. Le but, c'est pas qu'il devienne dépendant. Il n'y a que les maladies neurodégénératives type Parkinson où on va diminuer le freezing. C'est pas magique, hein. Il faut en faire. Eux, c'est des patients qu'on va retrouver au cabinet régulièrement parce que ça diminue leur freezing. Chez certains, ça va tenir quelques jours, d'autres moins. Donc là, on s'adapte par rapport aux patients. Souvent, le patient, on a des patients qu'on ne voit plus, tout va bien, ils ont leur capacité, ils partent. Et puis des fois, on a des patients, ils ont leur abonnement. Parce que, là encore, on n'a rien fait sur Parkinson. On a juste corrigé des symptômes qui leur permettent de garder une autonomie, mais pour le reste, malheureusement, la dégénérescence continue à se faire. D'autres questions ? Alors oui, mais je suis tellement pas bon que le numéro du stand, je vais le demander dès qu'on me le souffle, dès 87. C'est tout au. On a le droit de faire une petite séance pour soi, ça fait du bien. Quand on a piétiné sur le salon, ça fait du bien un peu de récupérer. Merci à vous. Merci.